Bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Ouverture demain de la conférence des chefs d'État sur le climat et le changement climatique, notamment à Djibouti. Et en Italie, Giorgia Meloni officiellement nommée première ministre. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accueilli ce samedi en début de soirée son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamud, à l'aéroport international d'Ambouli. Une délégation composée entre autres de membres du gouvernement a salué le président somalien à son arrivée à l'aéroport. Cette cérémonie d'accueil a débouché sur un premier entretien entre les deux présidents au salon d'honneur de l'aéroport. Les relations d'amitié ou de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères aux liens privilégiés ont été évoqués au cours de ce premier entretien. Le déplacement à Djibouti du président somalien a trait à la participation à la conférence internationale sur le climat et la recherche que, sous l'égide de son premier magistrat, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, organise demain dimanche. Entre autres illustres convives, le président Hassan Sheikh Mohamud fera office d'hôte de marque de cet événement de portée internationale dont l'un des volets phares consistera en l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche de Djibouti pour l'environnement et le climat. Une délégation de haut niveau comprenant notamment le ministre somalien de la Défense et le parlementaire est accompagné du président somalien dans le cadre de ses déplacements à Djibouti. Et la conférence internationale sur le climat et la recherche s'ouvre donc demain à Djibouti. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué que face aux difficultés causées par le changement climatique, la République de Djibouti n'est pas restée spectatrice et a pris les devants. À l'initiative du chef de l'État, la science sera mise à contribution pour pallier aux effets du changement climatique et apporter des réponses appropriées à la nouvelle donne. Écoutons le ministre, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Tellement de plus en plus chaud. Vous vous rendez compte que les saisons ne sont plus les mêmes. Il pleut quand il ne faut pas, il fait sec quand il ne faut pas. Et partant de ce constat, comme le climat se réchauffe, nous avons constaté un certain nombre de problèmes. Des problèmes au niveau, bien sûr, des nomades, qui ne trouvent plus assez d'eau, qui ne trouvent plus assez d'air pour nourrir leur bétail, mais également au niveau des agriculteurs. Dans les villes, le problème également se pose. Et ces réchauffements climatiques créent vraiment un problème d'insécurité alimentaire. Et la région souffre de plus en plus. Les derniers chiffres indiquent que 10 millions de personnes, si cette situation continue actuellement sur la corne de l'Afrique, seront en état de problème d'insécurité alimentaire et donc un problème de survie. Partant de cela, nous nous sommes rendus compte que la recherche n'était pas présente ou pas assez. L'initiative climat de la République de Djibouti, sous la vision et le leadership du président de la République, nous a conduit à se dire qu'est-ce que peut faire la recherche. Nous avons donc, sur fonds propres de l'État djiboutien, construit un observatoire. Et cet observatoire, nous l'avons voulu, pas uniquement national, mais surtout régional. Régional pour traiter de la problématique du climat dans la corne de l'Afrique, parce que nous sommes le siège de l'IGAD, ça c'est la première chose,
Et la deuxième chose, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une COP, la COP 27 en Égypte. Le rôle de Djibouti est très important parce que toutes les problématiques de précipitation, donc de pluie, de sécheresse, d'inondation, se retrouvent à Djibouti. C'est pour ça que nous avons créé l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat. Cet observatoire dispose aujourd'hui d'équipements, je dirais, exceptionnels, qui peuvent permettre à des chercheurs nationaux, mais également à des chercheurs internationaux et régionaux de travailler sur la problématique du climat dans tous ses étendues. Alhamdulillah, grâce à Dieu, aujourd'hui, ce laboratoire est très bien équipé. Nous avons un personnel djiboutien à la hauteur des enjeux, mais nous voulons faire quelque chose de plus, et quand je dis de plus, de différent de ce qui se fait dans la région. Et nous sommes prêts, bien sûr, à soutenir nos frères de la Corne de l'Afrique et au-delà, pour pouvoir accueillir des étudiants en master, en doctorat, mais également des chercheurs sur cette problématique du climat pour pouvoir donner à nos hommes politiques une image claire de ce qui se passe par rapport aux précipitations, aux pluies, et également aux enjeux de ce que nous voulons réellement faire au niveau de la réduction des gaz à effet de serre et de la problématique de l'adaptation. Vous savez, Djibouti est un pays de paix, d'échanges et de rencontres. Et nous voulons être aussi un carrefour pour la science. Certes, on commence modestement, mais les ambitions, la vision que nous avons grâce à notre président de la République qui nous encourage tous les jours, que cette recherche soit mise, bien sûr, à disposition, au service de la Corne de l'Afrique, parce que nous sommes tous concernés. Et donc, comment trouver des solutions d'adaptation? Comment soulager nos nomades? Comment soulager nos agriculteurs? Comment soulager notre population dans le cadre d'une solidarité qui va au-delà de l'aide alimentaire, mais qui prévoit ce qui va arriver. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons créé l'Observatoire, mais que ce sommet également nous donnera des orientations dans le partage d'expériences pour pouvoir guider, mettre en place des stratégies pour notre recherche dans le cadre de cet observatoire et de toutes les institutions de recherche, dont le CERD et l'université, pour pouvoir mettre en commun ce savoir djiboutien, mais également régional et international. Et je pense que la science peut apporter des solutions fiables qui permettent de donner des orientations claires sur ce phénomène de réchauffement qui touche tout le monde. Aujourd'hui, il est clair que ce problème de réchauffement va bien sûr poser un problème de survie de l'humanité. On parle depuis 1850 d'une augmentation de 1,1 degré, mais si on dépasse le 1,5 degré, la survie de l'être humain dans toute la planète est remise en cause. Plus chez nous, parce que nous avons déjà un problème de climat, des chaleurs nous en avons connu, mais comme celle-là, non. Et je pense qu'aujourd'hui, la République de Djibouti, grâce à cette initiative climat du président de la République, peut se placer également comme partenaire fiable dans cette lutte contre le réchauffement. Et le changement climatique, il en sera donc question demain à Djibouti lors de cette conférence qui va réunir de nombreux chefs d'État de la sous-région. Outre seront présents à Djibouti d'éminents scientifiques, des climatologues et chercheurs du monde entier. Et concernant les maux qu'engendre le changement climatique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, les a cités dans une allocution par visioconférence à l'Assemblée générale des Nations unies. Écoutons le chef de l'État. En raison de la multiplicité des effets dévastateurs du changement climatique, comme les sécheresses prolongées, la multiplication des ouragans ou encore l'élévation du niveau de la mer, les températures extrêmes, les inondations et même l'invasion de criquets pèlerins, pour ne citer que cela, nous avons l'impérieuse obligation de repenser nos actions. En raison de la vulnérabilité climatique, la communauté internationale doit accompagner les pays en voie de développement afin qu'ils puissent bénéficier du transfert de technologies, de l'expertise, mais également des financements appropriés. Dans l'actualité également, la formation politique de l'Union pour la démocratie et la justice a soufflé ce matin sa 20e bougie. Et aujourd'hui, donc, le Sheraton Hotel de Djibouti a vibré couleur du parti UDJ, abordé par les militantes et militants qui ont tenu à donner un cachet particulier à cet anniversaire célébré sous les auspices de la dirigeante du parti, en l'occurrence Ileya Ismaël Guédi, en présence des membres du bureau politique de cette formation. Et l'un des moments forts de cette journée, donc de cette cérémonie, a sans nul doute été
été l'arrivée donc sur les lieux de la cérémonie de la présidente de l'UDJ, laquelle a été chaleureusement accueillie par une foule enthousiaste. Ensuite, le programme de la journée a pu débuter. إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Et dans son discours prononcé à l'occasion de cette cérémonie, la présidente du parti UDJ, Ilaya Ismail Guedi, a rappelé donc le chemin parcouru par la formation politique durant ces 2 décennies d'existence. Nous l'écoutons. Au nom de toute la formation de l'UDJ, encore et toujours condamner l'attaque terroriste de Garabtissan, présenter mes condoléances aux familles des victimes et surtout partager nos pensées aux familles des 6 soldats détenus par ces terroristes. Rappelons que notre parti s'est exprimé en faveur du projet de loi caractérisant le fruit d'armée d'organisations terroristes. Nous avons donc fait le choix de ne pas célébrer notre anniversaire en grande pompe pour leur exprimer notre solidarité et toute notre compassion. Pour tout vous dire, après les vacances et cette année électorale à venir, la rentrée politique était tant attendue. Il y a une certaine hâte de ma part de vous retrouver, alors qu'il me semble que la période suppose notre pleine et entière mobilisation. Je souhaite remercier les membres fondateurs, les membres du bureau politique et les responsables des associations et de la société civile. Bienvenue à notre anniversaire. 20 ans que notre parti fête, 20 ans de proximité, 20 ans d'unité, 20 ans de modernité. En ce samedi 22 octobre 2022, nous célébrons le 20e anniversaire de notre grand parti. Créé le 22 octobre 2002, à la faveur du vent de démocratie multipartite qui a soufflé sur notre pays. Notre parti s'est fixé pour objectifs fondamentaux au plan national, l'édification nationale, l'unité nationale, la justice sociale et la promotion de la démocratie à travers la concertation, la consultation et la participation. Militantes, militants, l'UDJ est un grand parti rassembleur, un parti de dialogue, un parti ouvert qui a su fédérer les énergies autour des valeurs
que sont la paix, l'union des cœurs et des esprits. Notre parti a su faire du dialogue le fondement de l'action et le vecteur de diffusion de la culture démocratique du pays. Nous avons là, assurément, un réel motif de fierté d'appartenir à une organisation qui défend l'état de droit, les principes démocratiques et républicains. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, chers militants et militantes, je veux rendre ici un hommage appuyé à notre père fondateur Ismail Guédi Hared, le bâtisseur, le socle de l'UDG. Et la présidente de l'UDJ a poursuivi son intervention en remerciant tous les militants et militantes d'avoir participé donc à cette importante cérémonie. Choix d'être cette opposition qui peut à la fois s'opposer, souvent propose et même parfois soutient si les décisions prises sont en faveur de l'intérêt suprême de la nation. Nous ne devons pas perdre de vue, en tant que décideurs politiques, c'est comment rendre le quotidien de nos concitoyens meilleur, le bien-être social à l'échelle nationale. Nous ne devons pas être aveuglés par une ambition démesurée du pouvoir. Il s'agit notamment de savoir expliquer que le but de son exercice de la politique est de développer le pays dans l'entente et la quiétude sociale. Alors, chers camarades, dans quel contexte évoluons-nous? Les défis qu'affronte notre pays, notre continent et même la planète entière sont abyssaux. L'accélération des changements climatiques, les tensions internationales autour d'une inflation structurelle, la défiance démocratique, la montée de l'obscurantisme et du nationalisme, tous se conjuguent et s'entretiennent. Notre souveraineté sanitaire a été interrogée par le Covid. Notre souveraineté alimentaire fragilisée par les changements climatiques. Et face aux grands dérèglements, tout appel à un changement, à une bifurcation. C'est un récit en construction de partage de la responsabilité. Je le dis, le débat entre nous ne devrait jamais être de savoir si nous sommes pour ou contre, c'est de savoir ce que nous pouvons apporter, ce que nous pouvons faire. C'est ainsi que nous irons chercher ces centaines de Djiboutiens qui ne croient plus en rien, ils ne croient plus en la politique. Et dans cette politique qu'ils voient comme un jeu fermé entre initiés qui se disputent le pouvoir et ses privilèges. Alors, militantes et militants, les prochains mois doivent être ceux de notre renforcement en contactant toutes celles et ceux qui nous ont suivis pendant les campagnes, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Dites-leur, venez rejoindre l'UDJ, venez renforcer l'UDJ et venez travailler avec nous pour le rassemblement, pour être majoritaire. Dans cet élan de festivité, nous continuerons les commémorations du 20e anniversaire de notre parti avec la tenue d'un forum sur les 20 ans du multipartisme et de l'avancée de la démocratie dans notre République. Laissez-moi donc rendre également un hommage spécial au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, le pionnier, l'initiateur, le propulseur de la démocratie djiboutienne. Si je reviens au projet de forum, c'est un point de départ parce que le monde bouge et nous ne resterons pas figés comme les autres. Nous devons nous poser les bonnes questions. Alors, militants, militantes, je vous propose de retourner là où personne ne va, là où les politiques sont indifférentes, et je le ferai à vos côtés.
En nouvelle nationale toujours, le chef de la diplomatie djiboutienne Mohamed Ali Youssouf et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Utsuka Omio, ont procédé à la signature d'un échange des notes au programme des équipements pour lutter contre les catastrophes naturelles en présence du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense. Il s'agit d'un don japonais non remboursable d'un montant d'environ 500 millions de nos francs, soit 300 millions de yens japonais, ayant pour objectif le renforcement des capacités des armées de Djibouti dans le cadre de la lutte contre les catastrophes naturelles. Le gouvernement du Japon fournira avec ce programme de coopération bilatérale des équipements divers, variés et structurants qui seront utilisés par les armées djiboutiennes pour lutter contre les catastrophes naturelles. Et dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne a souhaité donc la bienvenue à l'ambassadeur du Japon et a remercié au nom du gouvernement djiboutien le gouvernement du Japon pour cette aide très précieuse qui permettra de faciliter le travail quotidien des armées dans la lutte contre les catastrophes naturelles. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a hier soir accompagné à l'aéroport international de Djibouti 9 enfants avec leur famille, des enfants donc qui présentaient des malformations cardiaques pour une évacuation sanitaire. Ces 9 enfants seront opérés à l'hôpital Nil Hope d'Alexandrie en Égypte. Cette évacuation sanitaire a été prise en charge par le gouvernement de Djibouti avec la collaboration du Royaume d'Arabie Saoudite. À leur départ hier soir, à l'aéroport international de Djibouti, le ministre de la Santé a souhaité aux enfants donc une opération réussite et un prompt rétablissement. Et le ministre a témoigné de sa solidarité et de son soutien auprès des familles des enfants qui vont les accompagner dans ces évacuations. Et le ministre a indiqué que ce programme a été initié par le président de la République qui a toujours ordonné de servir les concitoyens. Et le président Ismaël Omar Guelleh a par ce geste prouvé que le chef de l'État reste toujours aux côtés de ses compatriotes les plus vulnérables. Les parents des enfants ont, avec le cœur soulagé, une émotion particulière, ont tour à tour remercié le président de la République d'avoir facilité la prise en charge de leurs enfants. Ils ont également remercié le ministre de la Santé d'avoir rendu cela possible. Et dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est adressé aux familles des enfants malades en indiquant que ces 9 enfants étaient déjà donc dépistés et que son département suivait leur situation de très près. Le ministre a rappelé que dans son intervention que ces enfants seront évacués à l'hôpital Nil Hope d'Alexandrie en Égypte, qui est un hôpital spécialisé dans ce genre de pathologie. Ce programme d'évacuation sanitaire a été initié et suivi de près par le président de la République afin que ces enfants puissent retrouver leur santé, a souligné le ministre, en rajoutant que ce programme ne serait pas le dernier de ce genre et sera suivi par d'autres enfants qui souffraient des mêmes pathologies. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diri, en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, a pris part à une conférence de presse organisée à Paris donc, le 18 octobre dernier, pour promouvoir la destination de Djibouti auprès du marché émetteur français, dont les visiteurs français sont majoritaires. L'objectif de cette conférence était d'opérer une large promotion de la destination Djibouti à l'endroit des touristes français pour regagner la confiance des voyageurs après une période de 2 ans marquée par la crise de la Covid-19, mais également de mettre la lumière sur toutes les avancées et les efforts de réforme effectués pour stimuler le potentiel économique de ce secteur. Le ministre a, pour sa part, souligner l'expression d'une forte volonté politique nationale pour faire du secteur du tourisme un secteur prioritaire pour le développement socio-économique, la diversification économique et la création d'emplois. La presse française a exprimé un intérêt marqué et renouvelé pour couvrir plus amplement les atouts indéniables de la destination Djibouti. Cette rencontre avec les journalistes de la presse générale et spécialisée du tourisme en France s'est traduite autour d'une série de questions-réponses axées sur les potentialités touristiques de notre pays en termes de destination et d'opportunités d'investissement dans ce secteur. Retour au pays, notamment en direction Tadjoura, où une journée de propreté dédiée au nettoyage, à l'embellissement de la ville blanche a eu lieu hier. En effet, plusieurs centaines de bénévoles se sont donné rendez-vous sur la place de l'Indépendance, qui a été retenue donc pour accueillir cette cérémonie. L'opération Tadjoura propre a réuni une centaine de bénévoles pour nettoyer et donc débarrasser les voies publiques des ordures et déchets et le site d'accueil de l'événement et les acteurs principaux de la ville blanche, notamment des travaux d'embellissement avec la
la peinture des bordures des routes et des façades qui vont permettre de faire briller la ville. Et l'initiative Journée Tadjoura propre aura mobilisé toutes les couches sociales de toutes les générations confondues. Notons également la contribution remarquable des services déconcentrés pour prêter main forte aux organisations communautaires, associatives et sportives. À cet effet, la préfecture et le conseil régional ont soutenu par l'ADR, le complexe sportif et le CDC ont mobilisé donc les moyens nécessaires pour la réussite de cette journée. Sur le site où va se dérouler les cérémonies de l'intronisation des 34e de ce sultan, c'est mercredi 26. Là, les activités se poursuivent. Voilà que tous les jeunes, femmes, hommes sont sur le terrain pour nettoyer la ville de Tadjoura et l'embellir. Nous remercions déjà tous les partenaires qui sont ici, notamment la préfecture, le conseil régional, le port de Tadjoura, le CDC, le ministère des Sports, tous ceux qui l'adhèrent, notamment avec leurs grands engins. Nous les remercions d'avance. Bonne fête. Le ministère, donc la ministre des Investissements, également en charge du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadile, a pris part donc aux côtés des Tadjouriens à cette opération Tadjoura Ville Propre. À célébrer le 26 octobre 2022 l'intronisation du 34e sultan de Tadjoura. Les Tadjouriens sont massivement mobilisés afin d'organiser une journée d'embellissement et une journée de nettoyage de la ville afin que ce moment historique se passe dans les meilleures conditions possibles. La jeunesse s'est démarquée en prêtant main forte à l'activité de nettoyage qui les a massivement mobilisés. C'est un instant festif et mémorable pour la population djiboutienne et pour tous ceux qui s'intéressent au sultanat de Tadjoura. Les femmes de Tadjoura sont particulièrement impliquées pour la bonne réussite de cet événement historique qui marquera l'histoire du sultanat de Tadjoura. Elles sont au devant de la scène et s'activent à tous les niveaux pour le bon déroulement de l'intronisation du 34e sultan de Tadjoura. Le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD, en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, a clôturé la journée de la femme rurale en inaugurant 2 coopératives féminines dans le sud du pays, notamment dans la région de Dikil ce week-end. Ces nouvelles coopératives agricoles donc, de Kontali et Chekaiti permettront d'améliorer les conditions de vie de ces femmes, mais seront aussi un pas vers leur inclusion à travers l'autonomisation économique des femmes de cette région. Cet événement a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, du représentant de l'OIM et du personnel du ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que des autorités de la région de Dikil. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture sont lancées à travers les CDC de Quartier 3 et de Wahle Daba des plantations d'arbres, en tout une vingtaine d'arbres dans chaque CDC, un arbre, un bénévole qui sera en charge du suivi de la croissance de la plante. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités des jeunes en prévision de la célébration de la journée nationale et africaine très prochainement au Palais du Peuple. L'événement a réuni sur place les responsables donc, du ministère de la Jeunesse et de la Culture
culture et des membres des conseils communautaires et de nombreux jeunes. Cette activité de plantation d'arbres par des citoyens bénévoles se réalise aussi dans le sillage de la célébration de la Journée internationale de l'alimentation et de lutte contre le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre et aux activités anthropiques. D'où l'engagement des jeunes dans le cadre d'un projet de bénévolat épine dorsale pour appuyer l'ensemble des activités du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Voilà. Ceci s'inscrit dans le cadre des activités du mois d'octobre, le mois de la jeunesse nationale et africaine. C'est suite aux activités qui a été lancées la semaine dernière par son Excellence la ministre de la Jeunesse et de la Culture au niveau du MOL concernant l'exposition des jeunes entrepreneurs. Pour cette activité de plantation, ce sont les CDC de la capitale et ceux des régions qui vont entreprendre des espaces verts au niveau des CDC. Ces espaces verts seront encadrés, plantés, seront la responsabilité des bénévoles, des usagers du CDC. C'est un nouveau programme qui a été initié pour ce mois d'octobre. Je remercie les jeunes participants pour cette activité. Je félicite aussi les chefs de centre pour l'exécution de ce programme de plantation. Le centre de formation des formateurs de l'enseignement fondamental, Omar Guelleh Ahmed, a abrité ce week-end le lancement officiel de la 4e édition de la formation des formateurs pour la semaine de l'Africa Code Week. Cette formation est dispensée par un expert et consultant de SAP. Elle a pour but de renforcer les capacités pédagogiques locales par le biais de formation de formateurs et de soutenir l'émergence d'une culture de formation intra- et intercommunautaire partout en Afrique et aussi faciliter l'intégration des compétences numériques et du codage au programme scolaire afin d'impacter durablement la jeune génération. Cette initiative Africa Code Week a été initiée par le panafricain d'initiation numérique visant à susciter l'intérêt des jeunes pour la programmation informatique dont ils ont besoin pour réussir au XXIe siècle et contribuer activement à l'essor économique de l'Afrique. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé un atelier de sensibilisation sur la protection de la biodiversité marine et du tourisme durable au Palais du Peuple. Cette réunion de sensibilisation consistait à éveiller donc la conscience sur la dégradation des récifs coralliens et des fonds marins dus aux activités humaines sur les aires marines protégées. En effet, la vie marine est impactée par les déchets sur le bord de plage et cela affecte lourdement l'environnement marin. Les discussions ont également porté sur l'importance de la biodiversité marine, plus précisément le requin-baleine qui constitue également une de nos plus belles richesses marines en République de Djibouti. Sport pour clore l'actualité nationale. Arta Solar 7 a réalisé le triplé en gagnant hier soir la Supercoupe. Et c'est hier soir donc la formation Arta Solar 7, auteur d'une belle saison, en remportant le championnat et la Coupe de Djibouti, vient de s'offrir le prestigieux trophée de la Supercoupe en s'imposant dans une rencontre face à l'Assas Djibouti Télécom au tir au but par 4-1. Après un match époustouflant qui se termine par un match nul 0-0, les deux équipes vont s'affronter lors d'une prolongation et l'ajout de ces temps supplémentaires n'apportera aucun changement dans les résultats du match et l'on passera donc au tir au but. Et les tireurs de l'Assas Djibouti Télécom ont échoué la plupart de leurs tirs et c'est ainsi qu'Arta Solar 7 s'octroya le trophée de la Supercoupe. Actualité internationale à présent. En Italie, Giorgia Meloni, officiellement nommée première ministre. Giorgia Meloni, qui avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia a remporté les dernières législatives, a été officiellement appelée au poste de première ministre. La Romaine de 45 ans a été reçue dans la matinée au palais du Quirinal par le président de la République, Sergio Mattarella. Dans le cadre des consultations précédant la nomination d'un gouvernement, elle a proposé au président qu'il lui confie la formation du gouvernement
ce que le président Mattarella a accepté. Elle a ensuite présenté en fin d'après-midi la composition de son équipe qui prêtera serment donc aujourd'hui au palais de Quirinal. Elle a constitué une coalition de droite, extrême droite, qui dispose de la majorité absolue tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.